Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais compléter la partie 3 sur les villes en Amérique latine, qui portait sur produire et habiter la ville, en traitant de la partie des acteurs de la ville, la partie qui concerne les habitants et la société civile dans les villes d'Amérique latine. Alors, dans les villes d'Amérique latine, parce qu'on parle des villes, mais évidemment, il y a toute une partie, une réflexion sur la société civile qui peut être élargie au-delà des villes. Et donc pour commencer, hein, sur cette question des habitants, de la société civile, donc d'un troisième type d'acteurs, après avoir développé un petit peu le rôle de l'État et des acteurs privés, hem, d'abord je voulais commencer par une citation, de Luis Sepúlveda, hein, dans son roman «L'ombre de ce que nous avons été», publié en 2010, qui dit: «Ce sont les gens qui forment le paysage de la ville». J'ai mis cette citation parce que je pense qu'elle peut être, utile, en accroche, en ouverture, elle peut, vous servir d'appui et elle est intéressante puisqu'elle montre, l'importance des gens et de la population, dans, une ville et dans, sa construction. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on entend par société civile, hein, on va commencer par ça. La société civile, ça désigne l'ensemble des groupes de citoyens, réunis en associations non gouvernementales, qui agissent comme groupe de pression pour défendre les intérêts des individus qu'elles représentent. Donc l'idée importante de la société civile, c'est qu'elle désigne des groupes de citoyens, souvent réunis en associations et ces groupes de citoyens, ils vont se mobiliser alors j'ai mis, par exemple, hein, parce qu'on peut imaginer d'autres choses, mais on retrouve souvent, des actions de la société civile pour défendre les droits de l'homme, la transformation des rapports sociaux, des choix d'aménagement du territoire aussi ou des questions environnementales. Et on constate que cette société civile, elle est de plus en plus structurée, hein, dans le cadre de mouvements associatifs et communautaires, sachant que bien sûr, hein, ces mouvements associatifs et communautaires sont plus ou moins puissants, plus ou moins autonomes, hein, par rapport à l'État, selon les États. On va avoir des mouvements, par exemple, qui sont plutôt faibles en Argentine, mais au contraire très actifs en Colombie. Donc voilà, on a une structuration, même si elle est inégale. La société civile, elle va incarner la démocratie participative, hein, c'est-à-dire une démocratie qui donne du pouvoir aux citoyens, par opposition à la démocratie représentative. La démocratie représentative qui concentre l'essentiel des pouvoirs aux mains des instances élues, hein, que ce soit, des gouverneurs des assemblées régionales ou des maires et des conseils municipaux. Donc on a, voilà, une démocratie participative qui vient, d'un mouvement de transformation par le bas et non par le haut. Et enfin, cette société civile, elle peut intervenir dans les processus de décision au niveau de la ville de 2 manières, soit comme force de proposition, de suggestion, hein, dans le cadre d'une démocratisation où on va donner, une possibilité, de décision et de proposition à cette société civile, soit, comme force d'opposition, hein, dans le cadre de mesures qui ne sont pas acceptées par la population et qui vont entraîner un engagement, contre ces mesures de la part des citoyens, représentés par la société civile. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un petit peu définition, hein, de la société civile. On va aller regarder un petit peu maintenant, comment cette société civile, elle prend forme, hein, sous l'angle d'une approche participative des citoyens, puisque, la démocratie participative, c'est une forme de partage et d'exercice du pouvoir qui va être, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Donc voilà, on a une approche participative, c'est le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique et elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple des adhésion à des associations, participation à des débats, du lobbying, des pétitions, consultation de citoyens sur, certains documents. Ça peut être la création de groupes de discussion, des sites internet interactifs, des questionnaires, des référendums, des jurys de citoyens. On a vraiment une grande variété d'outils qui permettent, une participation des citoyens et un des exemples classiques, qui s'est grandement diffusé ensuite, c'est le budget participatif de Porto Alegre. Donc, vous avez ici, une situation et justement une photographie qui a été prise lors d'une assemblée plénière du budget participatif. C'est un
un concept, enfin une manière de faire qui a été créée en 1989 par le maire de Porto Alegre. Le maire, c'est Olivier Doutrin, que vous avez ici, et c'est lui qui a inventé le concept. Et si on regarde comment ça fonctionne, on a une organisation pyramidale, hein, là on va partir de la base, où, à la base de cette organisation, on va avoir des réunions de quartier, et dans ces réunions de quartier, hein, qui rassemblent les habitants des quartiers, il va y avoir des débats entre les habitants sur les enjeux, qui concernent le quartier et puis des propositions. Ces réunions de quartier envoient des délégués, vers une réunion plénière, hein, la photographie d'avant ici, c'est une assemblée plénière et donc ces délégués aux réunions plénières vont essayer de créer des projets à partir des propositions qui sont remontées des réunions de quartier. Et ces réunions plénières, elles envoient ensuite des délégués dans 2 autres organismes, hein. D'abord dans des forums qui vont débattre sur les projets qui ont été, heu, qui ont été proposés et dans la COP, c'est-à-dire le conseil du budget participatif, donc le COP, qui va ensuite voter le budget qui permet de réaliser ou non ces projets. Donc vous voyez, une organisation en partant vraiment de réunions de quartier avec beaucoup d'habitants, on arrive à des, organes, décisionnels extrêmement forts, hein, puisque le budget, de la ville s'appuie sur les propositions, hein, qui ont été faites dans les premières réunions. Et ce budget participatif, hein, a connu des réussites et progressivement, il y a eu une participation croissante de la population, y compris des couches défavorisées qui sont généralement plus en retrait de la politique. Donc voilà, c'est un exemple, que l'on retrouve, qui a été diffusé dans beaucoup d'autres villes et qui a eu beaucoup de succès. Et j'ai voulu vous donner un autre exemple, qui va encore plus loin en question, de démocratie participative puisque c'est un exemple d'autogestion, qui se passe en Uruguay, donc aussi un État, dont on parle moins souvent en termes d'exemple et donc c'est un exemple qui porte sur les coopératives de logement en Uruguay. Et c'est un exemple que j'ai construit alors à partir de plusieurs sources, mais je vous conseille, par exemple celle-ci, qui est une vidéo qui a été, postée par un MOOC qui porte sur les questions d'urbanisme et de commun et vous avez Ignacio, de Sousa qui explique, hein, qui est un architecte et un urbaniste en Uruguay, qui explique le fonctionnement des coopératives, d'aide mutuelle de logement en Uruguay. Donc qu'est-ce que c'est? Depuis les années 60, il existe en Uruguay un système de production originale de l'habitat. C'est ces coopératives de logements qui sont autogérées et donc il faut imaginer qu'elles représentent des groupes de logements, souvent plusieurs dizaines, hein, voici des exemples et on se retrouve dans un système où il y a de l'autogestion, de l'entraide et une propriété collective qui est partagée entre les habitants. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Alors le fonctionnement interne de la coopérative est basé sur le fonctionnement démocratique, de l'autogestion, c'est-à-dire que chaque ménage qui habite dans cette coopérative, chaque ménage possède un droit de vote qui peut exercer en assemblée générale pour les décisions. Et les dirigeants de ces assemblées générales changent tous les 2 ans avec un système d'élection, hein, ils sont élus par les habitants et il va y avoir ensuite plusieurs commissions qui gèrent les différents aspects. Par exemple, la commission de chantier, la commission des relations sociales. Donc voilà, c'est le fonctionnement. Je prends un instant pour m'arrêter sur la commission de chantier, qui est importante notamment au moment de la construction, des coopératives de logement, puisque ça illustre très bien le système d'entraide, puisque les habitants de la coopérative, hein, à travers cette commission de chantier, participent à la construction des logements. Ils sont pas seulement habitants et propriétaires, ils ont été aussi, les constructeurs de ces logements et la coopérative fonctionne sur un système de propriété collective. Donc c'est-à-dire que la terre et les logements, ils appartiennent à tous les habitants et souvent, il y a également des équipements collectifs, hein, des salles communes, des bibliothèques, des crèches, sont aussi en fait ces équipements, font partie de la propriété collective, ils appartiennent à tous. Si on regarde les acteurs qui portent, ces coopératives de logement, c'est un modèle qui s'appuie essentiellement sur les habitants eux-mêmes, hein, puisqu'ils sont dans un système d'autogestion, mais on repère aussi le rôle de l'État, qui agit comme, acteur dans la définition des politiques qui rendent possible ces coopératives de logement, et dans la question du financement, heu, et de la comment dire? Et de la possibilité d'accès aux terres. Donc
Si on regarde un petit peu, historiquement, c'est un modèle qui a été mis en place dans les années 60 et vous avez ici, la 1re expérience en 1966 dans la ville d'Islamala, au nord de on est au nord de Montevideo et la loi logement qui est votée en 1968, donc 2 années après, heu, crée le cadre légal permettant à ces coopératives de logement d'exister, puisqu'elle permet, cette loi de logement de 1968, la création d'une banque de terres publiques qui permet au groupe d'avoir des terrains, on va dire, des terrains adaptés et qui les paye seulement à la réception du financement. Donc c'est là où on a le rôle de l'État. Hem Et si on regarde, le bilan, ici vous avez une carte, hein, qui localise les initiatives réalisées, grâce à enfin à ces terrains qui sont mis de côté grâce à la banque de terres publiques, de l'Uruguay. Bah, on voit que, ces initiatives, elles sont réparties dans des zones assez diverses, hein, de la ville de on est à Montevideo ici, donc aussi bien dans des zones périphériques que des zones intermédiaires et des zones centrales et qu'on a des programmes dont les superficies, en fait, et les configurations sont assez variables et le bilan, c'est que ces coopératives de logements autogérés, elles sont reconnues comme l'un des dispositifs les plus efficaces pour résoudre le problème du logement des secteurs populaires. On a les habitants, hein, de la coopérative qui participent au processus de décision avant, pendant et après la construction. Donc on est vraiment sur un autre mode d'habiter la ville, hein, dans un système vraiment de cohabitation, et qui est assez intéressant, à étudier. L'idée, c'est aussi de voir, on va dire, donc là, on était sur vraiment les questions de participation, de production de la ville. Il y a aussi, bah, les questions de mouvement populaire, de mobilisation sociale et parfois d'opposition, qu'on va voir dans cette partie et il faut noter que l'Amérique latine, c'est une région très marquée par les mouvements sociaux qui peuvent concerner des catégories de population très différentes, hein, que ça soit des classes moyennes, mais aussi des ouvriers, des paysans ou des habitants des quartiers défavorisés. On a des mouvements sociaux qui, traversent plusieurs types de catégories sociales et historiquement, c'est une région qui a connu, en fait, de nombreux mouvements sociaux. Alors juste, pour revenir, hein, dans les années 60-70, ces mouvements s'opposaient souvent aux régimes dictatoriaux et c'est des mouvements qui continuent, hein, qui accompagnent les transitions démocratiques qui ont cours dans les années 80-90 et aujourd'hui, ces mouvements, ils incarnent de nouvelles formes de participation politique, d'autant plus qu'ils s'inscrivent dans un contexte de difficultés économiques et on a une mobilisation forte, par exemple, des classes moyennes qui sont, on l'a vu, assez fragiles et donc qui craignent un déclassement, ce qui les pousse à la mobilisation et cette mobilisation, elle peut prendre des formes très variées, hein. Par exemple, on a vu des blocages de routes en Argentine ou des marches pacifiques. C'est le cas, par exemple, il y a eu des marches pacifiques en Bolivie pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Vous pouvez avoir des manifestations dans la rue, et puis vraiment, des concerts, puis de plus en plus l'usage des réseaux internet, heu et puis des degrés de violence, assez variables, hein. Ça peut être des campements pacifiques sur des places publiques, mais ça peut être aussi des émeutes. Donc voilà, on a une grande variété, une grande diversité, dans les contestations. Et là, on va reprendre un petit peu quelques mutations, récentes et déjà une des mutations récentes par rapport à la période où ces mouvements étaient en opposition aux régimes dictatoriaux, c'est qu'il y a eu, une intégration. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour cette partie, je me suis appuyée, bah, sur en tout cas le début de cette partie sur l'article de Camille Guaran, hein, dont vous avez la référence ici et voilà, je disais la mutation la plus récente, c'est vraiment la question de la participation politique, des revendications politiques, hein, qui ont toujours été essentielles, mais c'est des mouvements qui, auparavant, étaient d'opposition, hein, face aux dictatures militaires et qui maintenant peuvent, se retrouver dans une logique de création de partis politiques et c'est, par exemple, le cas du MAS, du MAS en Bolivie. C'est un mouvement pour le socialisme qui a été fondé en 1997 et qui est une coalition de forces sociales, syndicales et politiques et avec à sa tête Evo Morales
qui, a accédé donc au pouvoir en Bolivie, alors que c'est le premier président autochtone, hein, donc il y a aussi une victoire qui est symbolique, à ce moment-là. Donc les questions politiques, hein, avec, parfois voilà une association au mouvement politique. On a autre, évolution, l'affirmation des questions identitaires. Les mouvements sociaux s'appuient, plutôt sur les communautés, hein, et on voit dans les revendications, une affirmation du droit à la dignité des catégories défavorisées. Donc on va avoir des mouvements qui dépendent, par exemple, les peuples autochtones, mais aussi qui vont rejeter le mépris de classe, de race et de genre, et ça va prendre de plus en plus de place. Et autre mutation, alors moins sur, les thèmes que sur la réaction, il y a aussi une répression, mais une criminalisation croissante, hein, de ces mouvements, sociaux. Ici, j'ai pris l'exemple du Nicaragua où, on a un gouvernement de plus en plus autoritaire qui réprime fortement les contestations sociales, et ça a été, le cas très récemment puisque, il y avait des élections le 7 novembre 2021, et donc à l'approche de ces élections, on a vu vraiment au Nicaragua une dérive autoritaire avec des répressions violentes. Là, vous avez, par exemple, membres, de l'opposition, et des personnes qui manifestaient, pacifiquement qui ont, été, frappées par la police. Il y a le cas d'une étudiante, Valesca Sandoval, qui est une étudiante et activiste des droits humains, hein, qui a été, emmenée de force dans un véhicule de police et qui a affirmé par la suite, qu'elle a été, on va dire, frappée, qu'elle a été, enfin torturée en fait. Ils l'ont plongée, de force la tête dans l'eau à de multiples reprises. Donc ça c'est une torture classique, et au moment de sa liberté, les agents l'ont averti: «La prochaine fois que nous vous verrons, nous vous tuerons». Donc on est, dans une, répression très très forte, hein, avec pour objectif d'éliminer la compétition politique et de faire taire toutes les voix dissidentes. Heu, voilà. Donc là, c'est aussi une des évolutions, il y a des répressions, contre ces contestations. Si on regarde un petit peu les causes, enfin les causes des mouvements sociaux, là cette fois je m'appuie sur un article d'Olivier Daben, qui interroge les motifs d'insatisfaction et les exemples de manifestations liées à ces motifs. Donc j'ai trouvé intéressant de vous donner ce tableau pour que vous puissiez, piocher ce qui vous intéresse. On voit des catégories, politiques, économiques, sociétales, hein, et dans chaque cas, on peut aller voir des choses plus précises, des élections truquées, des dérives autoritaires ou des violences, par exemple contre les femmes, ou enfin, voilà. Vous avez, je vous laisse regarder, hein, vous avez toutes les grandes catégories de revendications d'après Olivier Daben, et pour lui, l'augmentation des re l'accélération des mobilisations en Amérique latine, pour lui, ça s'explique par le sentiment d'insatisfaction des populations par rapport, à la démocratie représentative qui déçoit, dans pour une partie de la population, et donc on a des mobilisations qui vont rassembler beaucoup des jeunes, hein, voire même des adolescents, et il constate que depuis 2012, il y a des scènes vraiment d'une violence, inédite, enfin à l'échelle des démocraties, hein, bien sûr, pas enfin qui existaient, sous les régimes dictatoriaux, et lui, il associe cette violence, alors il dit il y a certains cas de provocation de la part de groupes radicalisés, mais pour lui, c'est surtout le produit vraiment d'une militarisation des tâches policières. Donc ça, c'est un autre constat d'évolution selon lui, et 2e, constat d'évolution pour lui, c'est aussi l'activisme qui se déploie sur les réseaux sociaux, par exemple sur WhatsApp, et qui passe aussi par l'expression artistique. Et là, je vous ai, mis la référence, d'une performance, réalisée par un collectif, chilien, donc c'est les chiliennes de Las Tesis, qui a été vue, hein, vous pouvez les voir, hein, plus d'1 million de fois, et qui a été en plus répliquée dans de nombreux pays. Je vous ai mis aussi une traduction des paroles, et je vous encourage à aller, regarder la vidéo. Donc voilà, de l'expression artistique qui passe par les réseaux sociaux, c'est aussi des évolutions des mobilisations. Je voulais détailler un petit peu l'exemple de la guerre de l'eau en Bolivie. Alors, j'ai pas mis des guillemets, mais c'est un surnom, la guerre de l'eau. Et au début, je voulais le faire à partir,
d'un film de fiction, hein, También la lluvia, en français Même la pluie, qui mêle alors, toute une histoire autour, d'un réaliser un film à, enfin aux réalités sociales et à la contestation face à la privatisation de l'eau en fond, hein, ça ne porte pas que, sur la contestation, de l'eau en Bolivie, mais ça permet de l'illustrer, donc bah, je si vous avez l'occasion de le regarder, je vous encourage à le faire. Et sinon, l'idée, le contexte, c'est l'enjeu de la distribution de l'eau dans la ville de Cochabamba en Bolivie. Heu, donc là, pour le coup, vous avez, des photographies, enfin, qui sont pas tirées du film, hein, qui sont des photographies réelles. Et l'histoire, c'est qu'en septembre 1999, la multinationale Bechtel, elle signe un contrat avec le président bolivien pour privatiser le service des eaux de Cochabamba. Donc là, vous avez par exemple un extrait dans le film où on voit que les puits privés sont fermés. Et suite à ce contrat, cette privatisation des services des eaux, les prix de l'eau augmentent de plus de 50. Et donc pour les ménages pauvres, c'est une conséquence très forte, hein, puisque, cette augmentation du prix de l'eau doit, les faire renoncer à d'autres dépenses qui peuvent être, dans l'éducation ou la santé. Et donc il y a un mécontentement très fort qui entraîne des manifestations qui ont lieu notamment entre janvier et avril 2000. Vous avez ici par exemple, bah, l'illustration de ces manifestations et elles sont réprimées. Or cette répression, elle entraîne le durcissement des manifestations, des blocages, là vous avez les barricades et voilà, il y a la ville est bloquée, la municipalité, instaure la loi martiale, la police tire sur les manifestants, il y a un mort et plusieurs blessés. Donc on est sur, un événement qui est marquant et en fait, face à l'ampleur des manifestations, le gouvernement interrompt le contrat privé. Donc là, voilà, vous avez une mobilisation très très forte, hein, qui amène à un recul de la privatisation, de l'eau. Et c'est assez intéressant cet exemple, parce il illustre en fait une forme de mouvement qui est assez classique, ou avec des mouvements sociaux urbains qui démarrent parce que, il y a par exemple le prix des transports publics qui augmente ou, la défaillance d'un service public qui va créer un mouvement, d'insatisfaction qui va quand même réussir à changer les choses. Et dernière partie, la question donc, là on a vu des mobilisations, des mouvements, on va dire organisés. On peut aussi faire le constat que les habitants, ils transforment les villes par leurs pratiques, hein, sans forcément que ce soit, une décision et un investissement, mais juste le fait de, en fait, par leurs pratiques quotidiennes, on peut voir une évolution de la ville, puisque cette production de la ville n'est pas toujours, pensée et coordonnée. Mais si on regarde l'autonomisation des individus, qui peut se faire sous diverses formes, hein. Par exemple, l'accession à la classe moyenne pour les uns, l'accès à du travail de manière générale, va permettre, pour ces populations, d'avoir de nouvelles demandes et ces demandes, bah, les pouvoirs publics ou le secteur privé vont essayer d'y répondre en offrant, des biens ou des services plus ou moins accessibles. Bah, par exemple, bah, des écoles, et tout ça, ça va, construire, enfin participer à la production de la ville. Et puis les comportements individuels et collectifs jouent un rôle dans l'évolution des villes. Par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle le logement progressif, ici au Chili. C'est un pays où on voit des exemples de logement progressif, mais ça existe ailleurs, qui est une modification du paysage urbain par les habitants eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est des programmes de logement progressif, c'est-à-dire que l'administration publique, alors des fois c'est même les habitants, mais souvent l'administration publique construit une partie restreinte du logement, c'est le modèle que vous avez en haut, avec, la structure portante, hein, et les éléments complexes. Mais après, chaque famille peut étendre sa maison suivant ses disponibilités économiques. Donc vous avez en dessous, une évolution, hein, avec, des gens qui ont plus ou moins complété leur logement. Heu, donc voilà, ça illustre bien, cette idée des pratiques, hein, de la mondialisation par le bas. Donc voilà pour cette partie sur le rôle des habitants et de la société civile dans la production de la ville. Je vous souhaite une bonne journée.